Mais il y a aussi la nécessité d'entretenir quelque chose qui est de l'ordre de la joie. Sans joie, en fait, c'est un peu un truisme, hein, mais on s'écroule. C'est pour ça que dans les manifestations, il y a des logiques de slogans comiques, de chansons. C'est pour ça que les Gilets jaunes faisaient des farandoles sur les ronds-points. Euh, pour entretenir cet imaginaire de la joie militante qui est nécessaire pour perdurer. Si on est simplement dans une forme de contestation et si on ne se rend pas compte que la contestation peut être aussi une fête, alors très vite on abandonne. Lefebvre disait que la Commune de Paris, c'était la plus grande fête qu'il y avait jamais eu en France en tout cas. Bonjour et bienvenue dans Lundi Soir. Alain Vaillant nous disait le rire provient de la capacité à interposer entre le réel et lui, la représentation. D'abord pour se protéger du réel. Se protéger du réel peut vouloir dire beaucoup de choses. Des fascistes qui mettent à distance les vies mexicaines pour minimiser les exactions de l'ICE, aux gilets jaunes qui font preuve d'un sens de la formule remarquable pendant les révoltes de 2019. Le rire semble servir des situations variées et produire aussi des effets variés. On va essayer aujourd'hui d'explorer ces différentes options, tenter de les décortiquer pour mieux les comprendre et parfois peut-être de mieux les contrer. Et aussi peut-être pouvoir, suite à ça, inventer des nouvelles formes pour trouver des prises, de l'ouverture dans des coordonnées d'une situation qui est parfois un peu trop étroite. Et pour ça, on reçoit Denis Saint-Amand. Bonjour. Bonsoir. Qui est chercheur qualifié du FNRS en littérature et professeur à l'université de Namur. Il vient de sortir Contrer le rire fasciste aux éditions La Rue de l'Échiquier. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer quel a été le projet pour vous de ce livre ? Oui, bonsoir, merci Maxence, merci Pauline pour votre invitation. Ce bouquin, je ne l'avais pas prévu en fait, hein, mais comme on n'avait pas prévu beaucoup de choses liées à l'époque dans laquelle on vit, moi ça fait une bonne quinzaine d'années au moins que je travaille sur le rire, la satire, le détournement. J'avais en 2011, donc ça fait déjà 15 ans, soutenu une thèse sur le détournement du genre dictionnérique. L'exemple le plus connu, c'est le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Et donc il y avait une réflexion déjà à ce moment-là sur la manière dont on pouvait mobiliser des formes de savoir instituées pour les écarter de leur fonction originelle. Par la suite, j'ai aussi travaillé sur... j'ai publié en 2019 un bouquin qui s'appelle Le style potache à la Baconnière et qui était très peu académique d'une certaine façon puisqu'il s'agissait de réfléchir sur des productions, sur des formes, sur des dispositifs qui produisaient un comique qui venait d'en bas et qui inquiétait d'une certaine façon des autorités sans forcément vouloir les renverser, les subvertir. Donc vraiment c'est typiquement du rire de collégiens, de lycéens éventuellement, qui passe par des dispositifs assez lourdingues. Voilà. Et puis, voilà, au moment de la réélection de Trump et surtout le soir de la seconde investiture, quand on a vu Elon Musk faire un double salut nazi, je me suis dit, comme beaucoup de monde, hein, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. J'ai été assez sidéré, assez effaré. Et ce qui m'a surtout interloqué à ce moment-là, c'est le fait que ce double salut nazi a été accueilli de façon vraiment goguenarde par toute une série de personnes qui se disaient « Ah bon, maintenant on a le droit de faire ça ». Et à partir de là, on a vu se déployer aussi une sorte de mode de communication politique émanant des réseaux officiels, des comptes officiels de la Maison-Blanche notamment, qui misait sur une forme de logique d'écrasement
une sorte de politique du mépris, mais toujours déployée sur un mode qui était accompagné d'une certaine forme de rire. Donc, voilà. Et donc, je me suis dit, là, il me semble qu'il y a quelque chose à saisir. Il y a un discours là qui, depuis cette seconde investiture, s'est largement déployé et qui tend à dire que Trump est peut-être fou. Alors, il y a toute une série de jugements médicaux aussi qui semblent aller dans ce sens-là. Je crois qu'au-delà de la folie, il me semble qu'il y a en fait une forme de communication politique et de jeu politique qui est tout à fait rodé, qui est déterminé et qui tend à articuler une forme d'écrasement délibéré, de violence et une forme de rire. C'est-à-dire que la logique, c'est fuck around and find out, ce qui est devenu quasiment une sorte de devise de l'administration Trump. On se fout de votre gueule. Et vous excuserez l'expression, mais il s'agit moins de moquerie ou de rire, simplement en fait que quand je parle de rire fasciste, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du foutage de gueule, délibéré, écrasant, volontairement méchant. Voilà. Et donc peut-être la figure du troll, le sous-titre de ton livre, c'est Trolling et Résistance. Ouais. Et peut-être que cette figure-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que tu concentres beaucoup de ton terrain, en fait, sur cette émanation qui est quand même peut-être aussi historiquement liée un peu à toute cette sous-culture geek qui a rencontré aussi finalement ce deuxième mandat de Trump notamment, quoi. Comment est-ce que tu pourrais définir un petit peu justement ce trolling à la fois en lien avec ses fonctions, ce type de rire dont tu parlais, mais aussi dans sa généalogie de culture alternative qui a pris ici une place tout autre? Oui, tout à fait. Alors, troll, c'est un nom germanique à la base. Enfin, c'est une sorte de créature qui peuple les forêts. Et tu as cité Alain Vaillant tout à l'heure, dans un travail sur l'histoire du rire moderne, auquel il a beaucoup contribué. Il disait, au fond, le troll, c'est aussi l'étymologie du mot drôle. Et donc, il disait, bon, au fond, ce troll, c'est un personnage un peu étrange et il faut bien convenir, dans une sorte de formule un peu avec une pirouette, que son rire est un drôle de rire. C'est un rire de perturbation, un rire qui vise à troubler une certaine forme d'ordre établi. Et alors le trolling, évidemment, c'est une sorte de pratique qui accourt sur les réseaux sociaux de l'Internet 2.0, c'est-à-dire l'Internet qui implique des communications entre ces usagers, pas seulement une forme de consultation. Donc dès qu'on a vu apparaître des forums, des réseaux sociaux, on a vu aussi se développer les pratiques de trolling. Parfois elles sont tout à fait inoffensives, c'est-à-dire, je ne sais plus l'exemple que je prends, mais vous pouvez avoir des forums de football et à chaque fois qu'il y a un topic qui est consacré au direct du match, vous venez le pourrir en y postant des répliques de la Cité de la Peur, par exemple. Donc c'est purement absurde, ça n'a aucun sens, mais cette forme d'absurdité est génératrice d'une forme de plaisir aussi. Et puis, il y a des formes de trolling qui visent à pourrir la perturbation, là, est connotée d'une façon vraiment nocive. Voilà. Et ça s'est en particulier développé sur certains espaces en ligne, des sites, des plateformes qui permettent de poster sans s'identifier, par exemple. 4chan, qui a un véritable répertoire de mèmes, et où la logique consiste parfois à produire les mèmes les plus méchants possibles, les plus choquants possibles. Voilà. 4chan, 8chan, qui est un peu la version encore plus radicalisée, si on veut, encore plus sombre de 4chan. Voilà, c'est sur ces espaces aussi que s'est déployé ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui utilise cette expression, mais une culture lulz, donc Lulz,
qui est un peu le jumeau maléfique de la culture LOL. La culture LOL, c'est ce qui s'est développé là aussi depuis les années 90 au moins, hein, début des années 2000, mais 90. Vous avez par exemple l'imaginaire complètement inoffensif des lolcats, hein, des chats qui font des choses amusantes, qui ne perturbent rien. Ça produit du LOL pour l'acronyme donc de Laughing Out Loud, l'équivalent du MDR français. Le LULZ, c'est une sorte de version altérée de ce LOL qui peut, dans certains cas, prendre un tour particulièrement néfaste, virulent, délibérément mauvais, nihiliste et cynique. L'un des exemples que je reprends, qui est en fait assez fréquent, c'est le déploiement de jeux humoristiques liés à la figure d'Hitler. Donc vous prenez simplement une photo d'Hitler et vous la barrez de la légende « I did it for the lulz ». Autrement dit, oui, voilà. C'était pour la déconne, en gros. Ce qui produit forcément une sorte de provocation, d'outrance dans le relativisme que ça implique. Et il y a toute une série de déploiements de ces motifs-là. Sur des espaces français, par exemple, il est fréquent de voir des désignations. Alors, ça vient pas de nulle part aussi, des désignations. Hitler est souvent désigné comme Tonton Dolphy. Et pourquoi, d'où est-ce que ça vient ? En fait, ça vient aussi d'une interview, je crois, de l'ex-femme de Jean-Marie Le Pen, qui avait déclaré que dans la famille, en régime d'inside joke, le père Le Pen appelait Hitler de cette façon-là. Donc, voilà, logique de provocation. Et puis, cette logique de provocation, en fait, donc, elle est bien où il est, elle est observable, objectivable, et elle a été largement reprise, en particulier, par un personnage que Trump a érigé comme son second à un moment de son second mandat, assez brièvement, mais suffisamment pour faire une série de dégâts, et c'est Elon Musk qui... il y a quelques années, postait déjà sur Twitter celui qui contrôle les mêmes contrôle l'univers. Voilà. Et donc, il y a eu une sorte d'intérêt de toute une part de la sphère états-unienne réactionnaire pour des productions et des formes de rire qui se développaient sur des espaces comme 4chan, comme 8chan, à tel point qu'ils s'en sont largement inspirés. Et ils continuent à s'en inspirer, même si déjà aujourd'hui on peut voir une certaine forme d'essoufflement, j'ai l'impression, mais ils continuent à s'en inspirer dans leur communication politique. Et donc oui, on voit à la fois, parce que c'est quand même ce que tu décris au départ, ce trolling, et aussi souvent on a l'impression, voilà, de la perturbation, de la provocation d'un individu, comme si ça arrivait d'une façon justement très singulière. Et là, ça a un côté, ça crée de la communauté, ça crée de l'adhésion, ça crée entre suprémacistes, entre mascus, enfin, donc à la fois c'est une adhésion, et en même temps, ce qui est étonnant, ce qui me semble ressortir pas mal de ta description, c'est que ce que ça permet quand même, évidemment, cette provocation, c'est qu'il n'y a personne qui est vraiment tenu pour responsable. On est dans un régime où on ne sait jamais si finalement... Enfin, on l'a bien vu avec le sale fasciste. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on dit ou qu'on ne dit pas ? On est dans cette sorte de régime, on ne sait pas exactement, c'est même pas un renversement complet, c'est une sorte de zone où finalement on perd un peu une responsabilité. Ce que je veux dire par rapport à la communauté, c'est qu'on pourrait penser qu'il y a une sorte d'idéologie qui est érigée, qui amène les gens qui s'y retrouvent, quoi. Mais là, ça agrège sans qu'on sache exactement ce qui est tenu pour un propos assertif. Enfin, je sais pas si... C'est ça. Une chose que je voulais rajouter aussi, c'est que ce qui semble difficile aussi à cerner, c'est que d'un côté, le geste du troll semble être effectivement, comme tu le dis Pauline, un geste qui permet d'esquiver un peu la responsabilité de son geste, puisqu'il peut se masquer en disant c'est simplement une moquerie, c'est juste une moquerie. Donc à cet égard, ça peut ressembler un peu, on l'évoquera sûrement un peu plus tard, la question du dog whistle, donc à savoir des manières de se compter et de discrètement se compter entre nous pour savoir que
on est beaucoup et on peut compter sur les uns les autres et on peut agir. Mais en même temps, il y a une autre partie de la rhétorique de l'administration Trump qui semble être un petit peu l'inverse de ça, qui semble être plutôt, au contraire, une affirmation très très claire. Le fuck around and find out que tu décrivais tout à l'heure, au contraire, là, c'est très clair. C'est pas une dissimulation, c'est de dire on se moque de vous. Dans le livre, il y a est repris un tweet repris par l'administration Trump d'une image paria de Trump qui, en cartoon, est en train de mettre les menottes à une femme mexicaine ou quelque chose comme ça, portoricaine. Donc cette image, elle est complètement horrible. Donc c'est vraiment assumer complètement la brutalité. Ouais. Donc voilà, il y a un petit peu les deux. Il y a ce truc de... On n'assume pas du tout et on se permet de transgresser en masquant le fait qu'on a une position. Un bénévole de la Croix-Rouge et c'est tout. Et d'un autre côté, on assume complètement la brutalité et la force ne se dissimule pas en tant que force. Elle montre que c'est une force et elle l'assume. Ouais, alors il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais je me rends compte que mes réponses sont déjà très longues, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous le souhaitez. Pauline, c'est amusant parce que la semaine passée, une amie me disait « Mais t'es vraiment persuadée que ces gens qui investissent des codes trollesques sont aussi des électeurs ?» Et je disais ah, « Oui, effectivement, on pourrait en douter. » Et à certains égards, dans certains cas, on peut en douter. Je crois qu'il y a aussi une manière de pouvoir réhistoriciser partiellement les choses. Je crois qu'il y a eu un moment en particulier qui est le moment du Gamergate dans les années 2010. C'est-à-dire une véritable cabale, une campagne de harcèlement qui a été menée par en fait des geeks, on pourrait dire, des participants et des habitués de l'univers vidéoludique, habitués à l'humour lulz et qui en fait refusaient à des journalistes et des gameuses, des journalistes femmes et des gameuses, le droit d'avoir un discours et une visibilité dans le milieu des joueurs de jeux vidéo. À ce moment-là, c'est un épisode qui a fait pas mal de bruit. Je pense véritablement qu'il y a eu une volonté de réinvestir et de noyauter ces espaces-là. Et on a pu se dire, tiens, au fond, ces espaces où tout semble nihiliste, où on a des jeunes gens qui semblent pas croire à grand-chose, on peut aussi aller les charger d'un certain nombre de valeurs, d'un système axiologique qui correspondrait d'une certaine façon ou l'autre à un imaginaire républicain. Et ça s'est vu notamment avec ce parasitage de la figure de Pepe the Frog, qui, dans un premier temps, est une figure issue de l'univers d'un comics et qui incarne une sorte de grenouille un peu loseuse. Donc en fait c'est l'extrême opposé de l'axiologie qu'a développée depuis lors trumpiste, de l'axiologie trumpiste développée depuis lors, je refais ma phrase, puisque loser c'est véritablement, voilà, c'est son injure de prédilection. Donc il y avait ce mème qui circulait aussi sur 4chan, sur 8chan et qui incarnait une sorte d'anti-héros nihiliste, un peu blasé, un peu triste aussi. Et puis, ce mème a eu un certain succès, à tel point qu'il a été repris notamment par Nicki Minaj, qui n'avait pas encore à l'époque, on était en 2015 si je me souviens bien, déclaré son intérêt pour Trump. Et le même a été aussi repris par Katy Perry, qui n'était pas encore en couple avec Justin Trudeau. Décidément, ces deux figures ont eu quand même une trajectoire bien plus politique. Peut-être que Pepe the Frog est un... Voilà, il y a une sorte de malédiction qui lui est liée. À la suite de cet usage par des célébrités de cette figure d'anti-héros, il y a toute une série de personnes qui se sont dit aussi, mais en fait,
vous nous volez notre culture, et notre culture nihiliste. Donc, puisque vous nous volez notre culture, eh ben, cette culture, on va délibérément la corrompre. Et ils se sont amusés à faire des images de provocatrices de Pépé de Frog, c'est-à-dire qu'ils se sont amusés à l'habiller en officier de la Waffen-SS, à le faire poser devant Auschwitz, voilà, toute une série de blagues sordides et de détournements sordides. Dans le même temps, cette figure, elle a aussi, c'est devenu une sorte d'avatar et de symbole du camp MAGA. Voilà. Et donc, on le voit à travers ce cas-là, il y a quelque chose qui peut sembler extrêmement nihiliste, qui peut sembler de l'ordre du désinvestissement complet, mais ça a pu être récupéré, réinstrumentalisé. Voilà, alors c'est une manière de répondre un peu par la bande, mais sur ces questions de communauté, il me semble qu'avec ce genre de prise-là, on peut faire voir aussi des formes de récupération et d'instrumentalisation du rêve. Tu peux voir coexister, en tout cas pendant un temps, plusieurs communautés interprétatives, finalement, et puis à un moment quand même, il y en a une qui va dominer, c'est-à-dire que Pépé the Frog maintenant est plus... Alors maintenant... il a été encore plus corrompu, puisqu'il y a la figure de Groyper, qui est une sorte de Pépé de Frog. Décidément, oui, les grenouilles, oui. toujours... Ouais. Oui, t'en cites au moins 3, je crois. Et après, il y a la récupération qu'on a pu voir à Portland, avec cet usage de Pacific. Oui, c'est ces strates qui rendent les choses compliquées. Et peut-être ce que je voulais dire, qui était un peu confus tout à l'heure, et moi-même, je suis pas certaine d'avoir... Ma question va être plus précise. Je trouve que l'exemple de Pépé the Frog est hyper intéressant, et justement, sera sûrement amené à y revenir, parce que c'est quand même vraiment compliqué, ces récupérations, ces strates comme ça d'interprétation. Mais c'était dans l'idée peut-être plus simple, en fait, de ce que tu disais, masquer sa violence, se masquer en tant que responsable. Et en fait, c'est, cette ambivalence entre se présenter comme un tout-dire, je pensais à la parésia de Foucault, quoi. C'est, finalement, c'est la figure du pamphlétaire, comme le montrait Angenot, etc. C'est-à-dire, finalement, du côté, plus du tout du minoritaire, mais du côté du dominant, on peut tout dire. On s'autorise à tout dire. Alors, on a eu le décomplexé ici, on a eu un certain nombre de choses, mais c'est débridé, quoi. Sous couvert de l'humour, mais en réalité, donc, de jouer avec Hitler. Le point Godwin n'existe plus, je veux dire, c'est devenu un plateau, quoi, c'est tout le temps. Donc, il y a cette idée quand même qu'apparemment, c'est un régime de vérité. Je pense à Parésia, parce que quand Foucault en parle, elle évolue beaucoup, mais c'est quand même la figure du bouffon, c'est la figure d'une minorité qui peut tout se permettre, mais en fait, selon des règles très, très établies. Là, c'est les dominants qui l'occupent, qui se permettent de tout dire, mais en même temps, est-ce qu'ils le disent vraiment? Quel est le régime de vérité? Puisqu'ils s'échappent au moment où il faudrait assumer cette forme de vérité, ce que va faire le pamphlétaire qui révèle la vérité. Eux, finalement, ils sont jamais... on est dans ce régime. Et donc, il me semblait que, pour lier peut-être à quelque chose qui le rendrait plus concret, ce questionnement, c'est toujours cette question de la post-vérité, de l'articulation que ça fait avec l'étrange régime quand même de vérité dans lequel on évolue. Et il me semble que le rire fasciste dont tu parles est complètement quand même... articulé à cette espèce de régime où tu sais pas très bien à qui, même si en fait au fond on sait très bien, c'est ça le problème, et c'est ce que tu dis aussi, on sait très bien évidemment quelles sont leurs idées, quelles sont leurs actions, etc. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est comme si c'était constamment difficile à saisir, en tout cas dans le régime de discours. C'est super confus, mais si tu veux tirer un fil de ça... Voilà. Alors, c'est le lien à cette question de la vérité, quoi. Ouais. Et de la manière dont sur laquelle toute une série de personnes sont nettement plus qualifiées que moi pour répondre. Mais en réalité, on le voit bien, c'est même plus d'une certaine façon un enjeu. Alors, par ailleurs, Trump est lui-même systématiquement en train de dénoncer les fake news des autres, tout en s'encombrant bien peu, je ne sais plus, ça a été compté, je crois que Clément Viktorovitch, par exemple... fait le compte de ce genre de réalité. Le nombre de mensonges prononcés par jour ou par intervention médiatique, c'est assez sidérant. Mais d'une certaine façon, ça n'inquiète pas non plus son électorat. Et c'est ça qui est aussi... Oui, c'est ça. C'est un espace qui est créé où ça n'existe pas, mais c'est omniprésent. Troubles sociaux, le mot est tout le temps là.
Et puis en même temps, c'est une vérité qui est la vérité du dominant. Et voilà, c'est quand même très paradoxal. Là, je le disais tout à l'heure, et c'est marrant, tu as aussi évoqué ce post récent de Trump qui mettait une image. Oui, lui en Christ, voilà. qui était un bénévole de la Croix-Rouge. Et puis il dit j'ai cru que j'étais un médecin en fait, et c'est pour ça que je l'ai effacé. En fait, s'il l'a effacé, c'est surtout parce que là, ça commence à fâcher une part de son électorat aussi. Quand on commence à toucher à Dieu et qu'on se considère comme Dieu, c'est un peu dérangeant. De même, quand on s'embarque dans un conflit international qui a d'une façon ou d'une autre pour conséquence de faire monter le coût de la vie et le prix de l'essence, là, la fanbase prend ses distances. Et la fanbase, c'est aussi les représentants, Candace Owens, Nick Fuentes, toute une série d'influenceurs MAGA qui commencent à dire... Nick Fuentes a carrément dit la prochaine fois, votez démocrate, ne votez pas pour Trump au midterm, c'est assez incroyable. Donc on voit aussi, malgré tout, avec cet espace-là, qui reste un certain nombre de tabous. Par ailleurs, ce qui est un peu surprenant, c'est que ces tabous, c'était pas... Marjorie Taylor Greene, par exemple, a quitté le navire un peu plus tôt. Mais c'était pas lié au dossier Epstein. Jusque-là, il y a quand même une certaine forme de maintien d'une communauté MAGA qui, là, est vraiment en train de voler en éclats, j'ai l'impression, en tout cas, par... À la fois, je ne sais pas quelle place ça a exactement, en fait, cette image générée par IA où il se compare à Dieu. C'est juste l'Iran et l'inflation. Bah oui, c'est ça. Voilà. Chose de plus, Et puis, une manière, en fait, puisqu'on évoque l'Iran, il y a quand même quelque chose qui est en train de se jouer là aussi, qui est très particulier, c'est que on voit que dans ce conflit, on a des community managers du camp d'en face, et qui s'appellent d'ailleurs Explosive Media, c'est assez incroyable, qui prennent Trump à son propre jeu, puisque pendant des mois, on a été dans une situation complètement outrancière, avec ces vidéos générées en filtre Studio Ghibli, avec des usages d'IA, avec des vidéos de promotion pour Lice qui étaient accompagnées du générique de la série Pokémon Attrapez-les tous, donc vraiment de l'humour sordide, délibérément méchant, provocateur et inhumain. Et là, on a des ambassades d'Iran un peu partout dans le monde qui postent des vidéos générées par IA avec parfois des Legos, parfois des personnages qui représentent plus ou moins efficacement Trump et qu'ils prennent véritablement à son propre jeu. On voit ça d'un peu loin et on se dit... j'étais un peu surpris aussi que ces ripostes iraniennes produisent malgré tout aussi une certaine forme de rire. Alors ça peut être de la Schadenfreude, hein, ça peut être la joie mauvaise de voir Trump enfin battu, mais ce sont les mêmes codes, ce sont les mêmes logiques, et au fond, la République des mollahs, d'une certaine façon, et le camp républicain états-unien contemporain ont pas mal de choses en commun dans leur système de valeurs, dans ce qu'ils promeuvent et dans ce qu'ils détestent. Il y avait juste une petite chose sur laquelle moi j'aurais voulu revenir, parce qu'on l'a mentionné sur l'assassinat de Charlie Kirk, on a mentionné les Groypers, l'assassinat, et quand même sur cette question, après on passera à autre chose, mais de tout ce qui est un peu glissant dans justement ces jeux de simulacre, de miroir, enfin c'est quand même un univers étrange sur fond effectivement de régime de vérité à la fois omniprésent et sapé et tout. Et je pense à la manière dont, alors au-delà du discours, donc au moment de l'assassinat de Charlie Kirk j'ai oublié son nom, mais peu importe, je sais plus. En tout cas, ce gars dont on bien sûr évidemment tous les républicains, enfin les MAGA etc. accusent la gauche et sa violence et sa virulence d'être responsable. Et les faits arrivent, apparemment non. Ouais. Et là, on voit quand même, en remontant un peu l'enquête de ce type, quelque chose d'assez intéressant sur
sur les régimes d'adhésion et à quoi. Parce que le gars, donc, est Groypers, il est... qu'est-ce que t'en tires, toi, de cette figure? Je veux dire, c'est pas Mangione, quoi. Il n'y a pas une cohérence. Il reste un peu de cohérence d'un certain côté, on va venir au rire de résistance, mais là, on se rend compte qu'on sait quand même plus très bien, et si c'est peut-être ça, justement, l'espèce de décadence qui va arriver rapidement, de cet usage complet, constant, de références sur Ouais. Alors, vidées. là, je vais rester malgré tout assez prudent, parce que ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin, c'était surtout travailler sur des discours, et en l'occurrence, le profil de l'assassin de Charlie Kirk, ça reste aussi quand même très, très complexe. Mais ce qui était fascinant d'observer, c'est que dans un premier temps, donc, tous les discours qui ont été suscités autour de l'identification de cette personne étaient liés à des inscriptions qui figuraient sur les douilles qu'on a trouvées près du fusil, près de l'endroit où a été exécuté le tir. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'il y avait une certaine forme de confusion sur l'origine de ces discours. Par exemple, il y avait des balles sur lesquelles une balle sur laquelle il était écrit Bella Ciao. Et donc, immédiatement, là, il y a une sorte de signal qui s'allume. On dit, vous voyez bien, c'est un gauchiste. Sauf qu'en réalité, Bella Ciao, c'est devenu une chanson qui est hyper popularisée. Si elle a été hyper popularisée, on l'a vu il y a quelques années, c'était notamment avec la série La Casa de Papel, qui lui a... voilà. Mais elle est aussi au générique de certains jeux vidéo. En mode shoot 'em all, ou voilà, ce genre de réalité-là. Et donc, ça devient des discours qui sont moins facilement situables. De même, sur une autre douille, « Hey, fasciste, catch »,« Hey, fasciste, attrape ça ». Et donc, là aussi, ça pouvait être un usage parfaitement ironique. Alors, le retraçage de la trajectoire de cette personne semble indiquer que... oui, il était en réalité plus proche des Groypers que d'autres choses. Hein. Il y a toute une série de photos qu'il figure déguisées en une version altérée, encore une fois, de Pépé le Frog, et qui décidément est au cœur de l'imaginaire social contemporain, états-unien en tout cas. Voilà, donc figure difficile à saisir. Autre élément dans cette enquête qui pouvait sembler complètement absurde, toujours pour sentir la question des discours, il y a eu une publication aussi des textos, des messages que se seraient envoyés l'assassin et la personne avec qui il habitait, dans un style qui ne correspond pas du tout à l'écriture de jeunes gens d'une vingtaine d'années. Donc c'était vraiment, là aussi, il y avait toute une série de mèmes qui accompagnaient la réception de cet échange et qui donnaient à voir l'inanité en fait de cette situation. Voilà. Parce que je trouve qu'en fait, si ça amène vers peut-être vers quoi on peut aller, c'est-à-dire que ce que tu montres bien, c'est qu'à la fois donc il y a une rhétorique de l'outrance, de l'accumulation, de l'amplification, de tout ça qui rend la satire compliquée. Enfin, si on en vient à la question des contre-rires. Et l'ironie aussi, parce que là, dans toutes ces strates de discours, il y a un moment où ça devient hyper compliqué quand même de voir le symptôme même la fonctionnement même de l'ironie d'un discours, dont on est censé entendre derrière, sinon une antiphrase, une autre voix, etc. On voit bien que là, c'est quand même les procédés de la satire et de l'ironie qui sont extrêmement complexes pour tous les rires de résistance, de contestation, les contre-rires fascistes à mettre en place. Et il me semble que c'est un des aspects quand même que qui est important dans cette affaire et que tu soulignes. Merci. Oui, alors il y a un épisode en particulier sur lequel je reviens dans le bouquin, c'est ce moment où Volodymyr Zelensky a été reçu dans le salon ovale, donc par Trump et Vance, et a subi une forme d'humiliation qui a suscité pas mal de compassion un peu partout sur la planète, où on se disait, bon sang, c'est quoi cette façon de se comporter ?
On était à un moment là où ça devenait peut-être difficile de rire de la situation, sauf à être un sadique MAGA voilà, convaincu par Trump et trouver qu'il était très drôle dans cette situation-là. Mais alors, ce qui était intéressant, c'est que dès le lendemain, dans le Saturday Night Live, donc l'émission de télévision, il y a eu une volonté assez... je ne sais pas si elle est louable ou quoi, mais en tout cas, il y avait une volonté de réagir à la situation. Et c'est... tu citais Alain Vaillant en ouverture de l'entretien. C'est à ce moment-là que j'utilise cette citation-là, parce que vraiment, il y avait une volonté de se protéger aussi, de se dire, bon, ce qu'on fait avec la scène qu'on a vécue hier, on la désamorce par le rire. Sauf que, si vous regardez ce sketch, qui est disponible en ligne et qu'on trouve assez facilement, en réalité, il est très proche de la réalité, parce qu'on est face à une telle situation d'excès que c'est difficile de produire de la satire. Le seul élément satirique qui apparaît la seule réussite satirique, si vous voulez, c'est le moment où Mike Myers intervient, entre sur scène, et il incarne le personnage d'Elon Musk, qui n'était pas présent dans la scène qui s'était jouée la veille, et finit, donc il est avec une tronçonneuse, en mode Milley, puisqu'il avait aussi été vu sur scène avec une tronçonneuse, avec le président argentin. Et puis il finit par se tourner vers le personnage qui joue Trump et lui dire « Mais Donald, qu'est-ce que tu fous dans mon bureau ?» Et là, il y avait peut-être quelque chose qui fonctionnait comme du poil à gratter éventuellement, dans la mesure où il y avait une sorte d'interstice dans laquelle on s'infiltrait en se disant tiens, en fait c'est vrai que la situation de qui a vraiment le contrôle, là il y a quelque chose sur lequel on peut jouer, et ça peut contribuer aussi à instaurer une forme de perturbation du côté de la bromance entre Trump et Musk, qui finalement a été relativement éphémère. Voilà. Mais je me disais, tiens, au fond, là, l'exercice même de la satire est compliqué parce qu'on est face à un personnage qui est déjà extrêmement outrancier et qui rend parfois qui est au-delà du parodique, quoi. Donc qui rend la parodie difficile. Tous les jours, le graphie, tout le monde se dit c'est le graphie au chômage, enfin on se dit c'est pas possible, quoi. Il y a eu ce texte de Frédéric Lordon sur la graphisation du monde. Ouais, tout est tellement cartoon que il n'y a plus une scène, je pense, ces derniers mois qu'on ait vu qui concerne le gouvernement Trump où on se soit pas dit est-ce que c'est une blague, est-ce que c'est un cartoon, quoi, jusqu'à la dernière. Oui, alors, deux choses de ce point de vue-là. Il y a un cas sur lequel je reviens qui est celui de South Park, où à un moment, au moment de la première élection de Trump, ils avaient imaginé de pas figurer Trump directement, mais de faire jouer son rôle par Monsieur Garrison, qui est un personnage déjà largement déviant dans la série et complètement fêlé. Et donc qui fonctionnait comme une sorte d'alter ego. C'est M. Garrison qui portait le système de valeurs de Trump. Et puis très rapidement, les deux créateurs de la série se sont dit, en fait, on n'y arrive pas. Ce type a toujours 2 coups d'avance sur nous. Voilà. Et donc ils ont finalement abandonné l'idée progressivement. Et là, dans l'avant-dernière saison, il y a eu 2 mini-saisons de 6 épisodes. Dès le premier épisode, ils ont refiguré Trump directement, en utilisant le corps mal dessiné de South Park, délibérément mal dessiné, et puis une photo, ce qui est réservé à une série de Happy Few, si on veut, mais il y a un grand modèle antérieur, c'est Saddam Hussein, donc ça dessine une sorte de filiation, c'est pas le seul, il y a eu aussi Christina Aguilera par exemple, ou Allen Ginsberg, aucun rapport, mais voilà. Avec, pendant une bonne partie de la saison et dès le premier épisode, une blague qui est Trump a un micro-pénis. Voilà. Et donc il est en couple avec Satan, mais le couple ne s'unit pas parce que Trump a un micro-pénis. Donc on pourrait se dire... blague un peu lourde. Le premier épisode se conclut par ailleurs par une vidéo générée par IA où on voit Trump traverser le désert et puis finalement s'écrouler et
son sexe se dressait vaguement, et brandir un drapeau, je suis Donald Trump et j'approuve ce message, donc fausse vidéo de propagande. On pourrait dire, bon, voilà, South Park a été conforme à une certaine forme de lourdeur dans cet esprit-là, sauf que le lendemain de la diffusion de l'épisode, la Maison-Blanche communique au sujet de l'épisode de la veille. Et là, on en revient à un phénomène que Nathalie Quintane évoque dans son dernier bouquin, 70 fantômes, c'est-à-dire peut-être que parfois, le fait de crier petite bite à Donald Trump, ça fonctionne plus qu'autre chose. Et on est dans cette situation-là qui peut sembler parfaitement dérisoire, mais la Maison-Blanche a communiqué officiellement au sujet d'un épisode de South Park parce que il y avait une sorte de mise en doute de la virilité de Trump, et là on commence aussi à toucher à tout ce qui les embarrasse, à leur imaginaire de la masculinité puissante, dominante, etc. C'est mis à mal, et c'est là que ça peut éventuellement vaciller. C'est intéressant comme exemple. Là, on retrouve un procédé dans cet épisode de South Park. Donc, tu as une petite bite, You Got a Tiny Dick, qui est lancée à Donald Trump, qui peut s'apparenter à clairement une stratégie de mépris. Et cette manœuvre-là, elle est répertoriée dans d'autres exemples dans le livre. Je ne sais plus exactement qui dit ça, mais quelqu'un a dit dans l'administration Trump, tout le monde a 12 ans, et il y a une personne qui a 8 ans, c'est Donald Trump. Et effectivement, c'est une rhétorique qu'on retrouve beaucoup, de manière générale, aussi dans le paysage audiovisuel français, qui est une forme de mépris très fort pour Donald Trump, qui est simplement juste se moquer de lui, dire qu'il est bête, dire que c'est un clown, etc. Sauf que effectivement, ça semble peut-être pas marcher tant que ça bien. C'est-à-dire que, effectivement, comme on l'a dit un petit peu avant, parodier, quand ce qu'on parodie ressemble déjà un petit peu à une parodie, et ben quand on n'a plus de référents et d'autres choses qui s'y réfèrent et qui créent un écart, il n'y a plus vraiment de parodie, quoi. Donc c'est plus certain que ça marche tant que ça. Ouais. Et je pense que ça pose une autre question. Ça pose une question sur le geste que produit un mépris. Je pense qu'un geste de mépris, ça a une force, c'est que ça permet de souder par connivence. Si ensemble on se moque de quelqu'un, on a une connivence entre nous et on se soude. Par contre, le problème peut-être que ça peut amener, c'est que ça antagonise les positions, ça renforce l'antagonisme. Et là où ça peut poser un problème aussi dans cette situation, et là on raccroche aux autres choses que tu disais, c'est que toutes les inexactitudes que se permettent largement l'administration Trump et la sphère MAGA, en un sens, j'ai l'impression qu'elles se le permettent parce que y a une antagonisation totale qui fait que de toute façon, les gens en face de nous sont nos opposants, et donc, peu importe si on les attaque de manière un peu inexacte, dans le fond, le moyen est peut-être pas parfait, mais par contre, on a raison sur le fond, que ce sont nos ennemis et qu'ils ont tort, ils sont bêtes, peu importe, etc. Et donc effectivement, ça pose question. Je suis pas certain que ce soit toujours très très efficace en fait, cette stratégie d'antagonisme. Je repense à, je me souviens plus exactement ce qu'il disait, peut-être que tu pourras retrouver, mais Félicien Faury qui était revenu ici pour parler de son enquête sur les électeurs du RN. Donc il a fait un travail de sociologie précis sur les électeurs du RN, où il disait que en fait, se moquer du fait que les élus du RN manquaient de diplôme, on n'avait pas fait assez d'études, ne marchait pas très bien parce que un certain nombre d'électeurs eux-mêmes se retrouvaient et s'identifiaient à cette figure, donc ça ne faisait que renforcer un antagonisme, de dire en fait regardez, ces gens-là nous méprisent. Donc on voit bien qu'il y a des situations où c'est peut-être pas très efficace, où ça peut être contre-productif. Donc voilà. Et donc la question qui se pose un petit peu, c'est est-ce que c'est pas aussi plus intelligent dans cette situation de subvertir le rapport et de désamorcer un petit peu cette opposition? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres manières de faire que juste renforcer l'antagonisme? Oui, alors tout à fait. C'est une vraie belle grande question sur qu'est-ce qu'on fait face à ça. Il y a des situations différentes aussi. C'est-à-dire que
malgré tout, aux États-Unis, là, je crois que c'est important de se foutre de Trump et de riposter en développant un rire. Je trouve par exemple que ce que font les animateurs du Daily Show en isolant un peu quotidiennement des dysfonctionnements est important parce que c'est un vrai travail de documentation journalistique qui est vécu de façon apparemment désinvolte. Voilà. Mais ça renseigne, ça fait circuler quelque chose. Il faut se dire aussi que dans ce cas-là, les rieurs du Daily Show sont des personnes qui sont dominées. Ça va ? C'est-à-dire que là, elles résistent face à des formes d'écrasement qu'elles subissent. Si on vient à des situations qui sont peut-être beaucoup plus proches de nous, et là, on peut regarder du côté de ce qui est en train de se jouer du côté de Radio Nova, par exemple, avec un succès assez incroyable. On pourrait se dire, tiens, est-ce que les chroniques de Meurice, d'Aymeric Lompré, contribuent pas à exacerber quelque chose ? Alors, d'une part, je crois malgré tout que les électeurs du RN n'écoutent pas tellement ces chroniques. Parfois, ils viennent poster en dessous des commentaires pour dire quand est-ce qu'il faut rire, parce que c'est vraiment de leur logique de trolling préférée. Je mesure bien tout ce que ça peut sembler avoir d'inefficace. Et dans le bouquin, moi, je parle aussi beaucoup de pancartes de manif, de graffiti et tout ça. On me demande souvent, mais ça sert vraiment à quelque chose ? Alors, d'une certaine façon, ça sert déjà à dire, en fait, on n'a pas vraiment peur. Peut-être que ça ne dissout pas complètement les formes de polarisation et que ce n'est pas les moyens les plus efficaces de faire des formes de polarisation. Deux exemples à cet égard-là, ouais. Qui sont des exemples très intéressants, qui sont, alors je vais essayer de retrouver une femme politique américaine importante qui, pour la première fois, a dit de mémoire, je ne vais pas appliquer des directives transphobes pour les athlètes. Ouais. Et donc, comme tu le dis, le fait d'avoir fait ce premier geste a permis d'envoyer un signal qui était de dire, en fait, c'est possible. C'est possible de ne pas suivre cet ordre-là. Et il y a une citation qui est très belle. De Jean Paulhan. C'est ça, exactement, que je vais essayer de retrouver. Exactement, sur les abeilles. C'est ça, sur les abeilles, qui vient des Cahiers de la Libération, qui est « Tu peux serrer dans ta main une abeille jusqu'à ce qu'elle étouffe. Elle n'étouffera pas sans t'avoir piqué. C'est peu de choses, dis-tu. » C'est ce qu'on était en train de dire, effectivement. Est-ce que c'est peu de choses, les pancartes, etc. Oui, c'est peu de choses, mais si elle ne te piquait pas, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus d'abeilles. Ouais, alors... Pour remettre les choses en perspective, Jean Paulhan a écrit ce texte-là au sujet des personnes qui préfèrent ne pas parler sous la torture durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, entre le fait de ne pas parler et une chronique d'Aymeric Lompré, avec tout ce que Aymeric Lompré me fait rire, voilà, il faut remettre quand même les choses en perspective aussi. Mais malgré tout, oui, il y a une volonté de refuser de se dire on se laisse marcher dessus. Et dans le même temps, les formes de polarisation que peuvent produire, effectivement, d'une certaine façon, l'humour de gauche à certains moments, elles ripostent aussi à des choses. C'est-à-dire, forcément, c'est pas dans le bouquin, mais là aussi, chaque semaine, on a des éléments qui viennent documenter. La semaine passée, Sébastien Chenu s'est réjoui de l'idylle naissante entre son président de parti et une princesse de Bourbon des Deux Siciles, en disant elle est très belle, ils ont l'air très heureux, que voulez-vous, tout le monde n'a pas pour vocation à être prof de socio à Nanterre, vieille, moche et aigrie. Voilà. Alors, c'est aussi une forme de... Là, on est dans une logique trumpiste. Là, on est dans « je vous emmerde, je vous marche dessus, je me fous de votre gueule ». Et je sais que ça génère un certain nombre d'adhésions. Et dans ces situations-là, forcément, le dialogue est impossible. On ne peut pas aller dire à Chenu... mais franchement, vous êtes sûr de ce que vous dites là, sur les sociologues, c'est quand même n'importe quoi, vous déconnez à plein tube. Venez, on va à Nanterre et vous allez regarder un petit peu. C'est pas possible, il s'en fiche, l'enjeu n'est pas là. L'idée, c'est balancer une punchline pour
pour amuser une certaine part de son électorat, quoi. Et puis ça participe aussi d'une stratégie rodée, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des déclarations de Marine Le Pen qui fustigeait ce qu'elle appelait des crasseux, de Jordan Bardella qui fustigeait ce qu'il appelait des fumeurs de joint. Voilà, donc des désignations un peu génériques comme ça, qui provoquent aussi une certaine forme de rire par écrasement. Ça aussi, c'est du trolling, d'une certaine façon. Mais alors, je ne veux pas esquiver la question qui est très bonne, hein, effectivement. Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça polarise pas? Ça permet de fédérer des personnes aussi, de les inviter à se rassembler, de les faire échanger à certains moments, de les faire discuter. Et pour ça, c'est pas une solution optimale. C'est un moyen qui voilà, ça peut être un espace respiratoire. Je vais pas... puisque au début du bouquin, je dis, il me semble que la façon dont on considère toujours que le rire est un espace de révolte et possible, on a parfois tendance à surévaluer la portée du rire, j'en suis persuadé. Mais je dirais pas non plus que c'est complètement inutile, anodin. Voilà. Et effectivement, là, ça permet de faire un petit lien avec le fait que le rire, peut être un moyen de se rendre visible et de s'entendre. Dans le livre, tu évoques ce cas du dog whistle, qui, on le rappelle, est un moyen, fait référence à un sifflet pour chien que seulement les chiens peuvent entendre. Donc c'est l'idée d'avoir une parole avec une certaine formulation, un certain type de mots qui ont un référentiel qui serait caché pour certains et reconnaissable pour d'autres. On se souvient de Darmanin qui disait tout va bien se passer, calmez-vous, etc. Apolline de Malherbe. Devant Apolline de Malherbe, etc. Qui était un dog whistle d'extrême droite très clair. Évidemment, c'est une stratégie qui permet de dire quelque chose, mais évidemment, derrière de son exemple, et de dire non, j'ai simplement dit calmez-vous madame, il n'y a aucune référence. Donc c'est une manière de dire quelque chose sans avoir à le reconnaître. Donc de ce côté-là, déjà, on se rend compte que du point de vue de ceux qui le font, c'est une manière de parler là où peut-être ils n'auraient pas pu parler dans un premier temps. Et derrière, je crois que ça répond aussi à un enjeu et ça a un impact, c'est que pour le cas des trollings et d'être visible sur des réseaux ou d'être visible de manière plus générale, ça répond à un enjeu politique qui est celui de se compter. C'est-à-dire que à partir du moment où on est visible, à partir du moment où on voit qu'on n'est pas le seul, tu prends au début l'exemple de Elon Musk qui met un tweet avec 14 drapeaux américains qui font référence à une phrase de suprémaciste. Évidemment, il peut prétendre que c'est simplement des drapeaux américains, mais d'autres gens reconnaîtront bien ce truc-là. Donc quand on arrive à se compter, on arrive à plus facilement agir. Pour moi, il y a cette idée un petit peu très simple, qui est qu'avant de partir dans une bataille, on se compte, et si on sait qu'on n'est pas assez, on ne va pas au front. On n'y va pas. Et donc, quelque part, se compter, c'est fondamental. Et là, je repense à quelque chose que Nathalie Quintane dit dans son livre 70 fantômes, que je crois que tu as déjà évoqué et qui est venue ici pour en parler. Elle dit, à un moment donné, après un score historique du RN, après l'élection, tout le monde s'est mis à parler fort. Donc, il y a une sorte de moment comme ça où des gens s'autorisent quelque chose qui ne s'autorisaient pas. Et pourquoi ils se l'autorisent ? Ils se l'autorisent parce que précisément ils ont pu se compter. Et donc à ce moment-là, on voit qu'il y a un enjeu qui est fondamental à ce moment-là. Il y a quelque chose qui est possible parce qu'on arrive à se compter. Et donc de ce côté-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on peut réussir à contrer ça ? Parce que c'est pas évident, effectivement, le trolling, comme il ne s'affiche pas vraiment, c'est difficile de le contrer. Et est-ce qu'on peut endiguer ce mécanisme de visibilisation ? Et aussi, nous, comment on fait pour se compter ? Et est-ce que c'est pas aussi important pour nous de prendre en charge aussi cette question, de se compter, pour justement avoir de la confiance dans notre action, quoi ? Ouais, tout à fait. Oui, c'est un très bon texte. Comment est-ce qu'on fait pour se compter ? J'ai pas de solution, évidemment. Je l'ai dit, moi je travaille sur des discours. Voilà. Ce texte je sais comment je vais répondre. Et je vais rebondir sur un autre élément. Ce texte de Nathalie Quintane sur le fait de parler fort, de s'autoriser à gueuler, à dire, à marcher un peu sur les autres
quand l'extrême droite arrive au pouvoir, en fait, ça ne peut pas manquer d'évoquer l'anecdote que je raconte au début du livre et qui est vraiment qui est véritable. Donc c'est il y a quelques années dans le métro de Budapest où j'étais avec ma compagne. On monte à une station, c'est à la station Bajza, si je me souviens bien, près de la place des Héros. Et il y a un couple qui monte en même temps que nous dans la rame, et la dame se lance dans un soliloque, un monologue de mendiante. Elle demande la charité, elle dit que les temps sont durs, elle nous invite à avoir de la compassion, etc. Et puis les portes du métro se ferment, et elle éclate de rire, et elle dit « Non, je déconne, contrôle des billets, s'il vous plaît ». Et ça, c'est vraiment systématique, emblématique plutôt, d'une possibilité d'un rire fasciste. Pourquoi est-ce que cette dame s'autorise cette posture-là ? Parce que, en fait, elle est nimbée d'un certain pouvoir, hein, elle est parée d'une forme d'autorité qui lui a été dévolue, elle est contrôleuse de la société de transport en commun de Budapest. Et puis, elle est dans un espace où, depuis quelques années déjà à ce moment-là, ce qui est au pouvoir, c'est le Fidesz, le parti d'Orban, qui vise beaucoup, qui mise largement sur l'exclusion. Et vraiment, hein, pendant le même séjour, en arrivant à l'aéroport, et puis de l'aéroport à la ville, il y avait des pancartes en hongrois qui indiquaient... sur tout le trajet, nous sommes 99% à ne pas vouloir de la migration, ne laissez pas Soros avoir raison. Hein, George Soros, le milliardaire qui était aussi responsable de l'Université d'Europe centrale que Orban a fait fermer et qui a désormais déménagé à Vienne. Voilà, alors la Hongrie, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je rebondis, il y a 3 semaines maintenant, en Hongrie, il y a quand même eu un changement crucial. J'ai toute une série de réserves à l'égard de Péter Magyar. J'ai un peu de mal avec les gens qui sont passés à un certain moment par c'est un ancien du Fidesz, une sorte de renégat. Oui, pardon. Péter Magyar a été élu président. Et alors, mais d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire que le TISA, son parti, n'avait droit à aucune forme de visibilité médiatique. Vraiment, hein, les médias officiels hongrois étaient à la solde de Orban, mais d'une façon qui peut sembler extrêmement parodique. J'ai toute une série d'anecdotes sur ces éléments-là, mais voilà. Magyar a décidé vraiment de faire une campagne de terrain en allant discuter dans l'ensemble des petits villages de Hongrie, des villes, etc. En faisant des meetings devant parfois 30-40 personnes, dans des salles de fête de village, dans des pêcheries, dans des bars, vraiment, pendant 2 ans. Et il a été discuté avec les gens, en leur disant 2 3 choses. On vit dans un pays qui est largement corrompu. Là aussi, les anecdotes sont assez extraordinaires. Hein. Il y a une série d'appels d'offres qui ont été récoltés par l'un des amis de Orban, qui est aujourd'hui une fortune assez extraordinaire et qui est un plombier, en fait, à la base, Mészáros. Voilà. Donc, on est dans un pays corrompu, on n'a pas de possibilité de se faire connaître, mais je viens vers vous et je viens avec un message qui est « N'ayez pas peur ». N'ayez plus peur, on va mettre en place quelque chose pour faire stopper cette politique corrompue. Et puis, ce qu'il a fait aussi, c'est récolter les doléances des personnes. Et vraiment en faisant le tour de terrain comme ça. Donc, là, jusqu'au soir du 12 avril, on ne savait pas ce que ça allait donner, parce qu'il y avait une sorte de courant qui laissait indiquer qu'effectivement le Fidesz allait perdre. Mais d'une telle façon, c'est-à-dire avec un renversement du Parlement à hauteur de 2/3, c'est assez extraordinaire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand on va discuter avec les personnes, il y a vraiment moyen de se compter aussi. Il y a vraiment moyen de faire basculer un système. Et donc, c'était pendant 16 ans un système véritablement, une démocratie libérale, si on veut utiliser un oxymore, hein, mais euh, un système extrêmement dur pour les Hongrois, véritablement. Euh, et en allant à la rencontre des gens, en allant sur le terrain, en discutant, il y a vraiment la possibilité de se retrouver, de se compter et d'inverser des tendances, même quand la situation semble absolument désespérée. Et donc là, pour faire un lien avec la situation des gilets jaunes que tu décris et Ouais. leur sens de la formule, c'est assez remarquable. Euh, euh, donc tu parles du rire jaune des gilets jaunes, du fait que ça soit un rire qui, il me semble, dans des slogans comme Born to be Free ou d'autres que j'ai plus en tête. J'avais de beaux yeux, tu sais. Voilà, donc c'est quand même, c'est quand même très particulier. C'est une manière de rire de quelque chose qui est vraiment terrible. Mhm. Donc c'est une manière de rire, donc quelque part de mettre à distance, mais en même temps de quand même toujours prendre en considération ce qui s'est passé et le réel. Et donc, dans ce cas-là, tu décris le rire comme une mise à distance, comme une manière, et je trouve que c'est très juste la manière dont tu le décris, de mettre juste un petit peu à distance quelque chose qui est vraiment trop douloureux pour pouvoir continuer à agir, pour pouvoir continuer à sentir de la force et pour pouvoir continuer quelque chose qui est nécessaire à ce moment-là et qui est vital pendant le mouvement des Gilets jaunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on retrouve dans la citation de Vaillant qui dit que le rire, il interpose entre le réel et lui une représentation, et donc ça permet de se protéger du réel, donc c'est une forme de mise à distance, c'est que elle peut agir de manière très très différente. Dans le cas des Gilets jaunes ici, c'est meilleur de continuer à agir, que le présent soit pas trop écrasant et qu'on puisse continuer à faire des choses. Mais ce qu'on a décrit avec les trolls ou avec d'autres, c'est une mise à distance, mais qui permet d'agir, mais de manière horrible finalement, qui permet de plus considérer le réel qu'on a en face de nous. Là où les gilets jaunes continuent de considérer qu'il y a une crevaison des yeux et des violences de la part de la police, tu prends au tout début l'exemple des tortionnaires SS qui rient quand ils torturent des gens. Et je trouve que c'est un exemple intéressant parce qu'en fait, je pense pas que forcément il faut prendre ce rire comme une sorte de conséquence de leur acte. Je pense que ça peut être aussi l'inverse, ça peut être une sorte de ce qui permet à ces gens-là de faire ces actes-là. Ah oui, oui, Parce que sinon, c'est trop horrible de faire ça. Donc, en riant, ça leur permet de mettre à distance ce qu'ils font. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans tout un tas de métiers qui sont trop violents, chez les pompiers, etc. On trouve beaucoup d'humour sur ça, mais c'est quelque chose qui permet d'agir. Donc, c'est assez difficile parce qu'on voit que le rire, il permet une mise à distance. Et que dans certains cas, pour les gilets jaunes, ça permet d'agir et de continuer quelque chose de vital. Et dans d'autres cas, chez les nazis, par exemple, ça permet de continuer à produire ça. Donc, c'est un peu... Comment on arrive à faire cette distinction-là? À quel moment on arrive à sentir que le rire, c'est une manière d'être attentif à la situation, ou alors c'est une manière de s'exempter? Ben, les grandes différences sont malgré tout des questions de position. C'est-à-dire que l'humour jaune des gilets jaunes, enfin le rire jaune des gilets jaunes, ça tombe bien, hein, je force un peu bien sûr. Mais au fond, ça tombe bien, mais c'est vraiment une stratégie éprouvée. Donc le rire jaune, pour rappel, c'est faire semblant de rire quand on est dans une situation défavorable pour ne pas perdre la face. Mais souvent, c'est aussi un rire qui promet une certaine riposte ultérieure. Je me vengerai. Et donc il y avait toute une série d'éléments, tu les as rappelés, hein, Born to be free, j'avais de beaux yeux, tu sais, la police fait mal son travail, ça crève les yeux, etc. Qui sont des manières de dire on souffre, on en ramasse plein la gueule, mais vous nous aurez pas, on continue à être là et on continue à se moquer et à ne pas vous prendre au sérieux. Vous méritez pas qu'on s'apitoie sur notre sort. On peut agir d'une autre façon. Le rire des tortionnaires, et je crois que, on peut remonter
aux nazis, hein, il y a forcément une filiation particulièrement éprouvante. Et c'était un bouquin parfois dur à réaliser pour ça aussi. C'est-à-dire que mes différents algorithmes étaient complètement pourris et on me proposait des horreurs à tour de bras. Voilà. Mais tu as montré tout à l'heure ce poste de la Maison Blanche qui passe un filtre Studio Ghibli sur la déportation d'une dame portoricaine en situation illégale aux États-Unis. Bah, c'est de la logique de... tu vois, à ce moment-là, je ne suis pas certain que le mème et le mode de communication soient seulement là pour se dire, au fond, ça régule et on rigole parce que on n'est pas très à l'aise avec ce qu'on fait. Non, non, on est persuadé que ce qu'on fait est juste. Alors, de même, le rire des tortionnaires, en fait, c'est souvent une forme de rire de frustration aussi de quelqu'un qui prend une forme de pouvoir et qui l'avait pas toujours. Il y a toute une série d'éléments abjects ces derniers mois aussi, c'est-à-dire qu'on les a vus passer, hein, les soldats de Tsahal qui posaient avec des jouets d'enfants qu'ils avaient exécutés ou avec des sous-vêtements de leurs victimes en faisant les cons. Mais alors, ils font les cons, pas pendant qu'ils font euh, leurs assassinats et leur monstruosité, ils le font après. Alors que mais c'est intéressant, hein, le rire des personnes qui ont un travail difficile à réaliser, le rire des médecins, par exemple, hein, qui sont habitués à prendre les choses avec une certaine distance, parce que sinon, quand ils rentrent chez eux le soir, ils s'écroulent. Je dirais quand même qu'il y a des formes de différence sur les positions, les rôles qui sont occupés à ces moments-là. Tu évoques aussi davantage la résistance, avec pas mal de cas, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, les manifestations contre ICE, les grandes manifestations No Kings, ou même des situations en France, voilà, à Portland, en France aussi. Tu parles des Gilets jaunes, de leur sens de la formule, etc. Tu parles aussi des oppositions à la guerre en Russie et de qu'est-ce qui s'est passé, sous quelle forme elles ont pu prendre dans un cadre qui était très restreint. Il y a une manœuvre que je trouve que tu mets à jour en décrivant un petit peu ces situations qu'on peut retrouver dans ces différentes situations qui me semblent assez puissantes et assez fortes, et c'est quelque chose qu'on a, je crois, du coup de notre côté, c'est celle de rendre le pouvoir ridicule. Tu décris comment à Portland, terrain propice aux exactions de l'ICE à ce moment-là, depuis un petit temps, Trump décrit... Une situation de guerre civile. C'est ça. Trump déplore l'anarchie, tu écris, qui s'est emparée de Portland et précise par la suite que la ville est hors de contrôle, la qualifiant de zone de guerre qui serait en feu depuis des années. Il décide d'y envoyer les troupes de la garde nationale. Donc il y a un narratif qui est posé par Trump, qui est complètement... Il dit que c'est une zone de guerre. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Comment répondent les gens de Portland ? Il y a des manifestants et manifestantes qui se déguisent avec des costumes de dinosaures et de grenouilles qui ressemblent à des jouets, quoi, qui sont vraiment complètement rigolos, qui lancent des bulles de savon, etc. Et donc qui font figurer le fait que ce narratif est complètement faux. De fait, avec des images habituelles, un regard aiguisé aurait pu voir effectivement que le narratif est faux. Mais là, il s'agit un petit peu de traduire pour rendre encore en plus évident le fait que le narratif est faux. Et donc, de ce fait-là, le pouvoir apparaît comme ridicule face à ces images-là. Je repense à une autre image qu'on a vu beaucoup tourner, qui était un groupe de manifestants qui avait récupéré un gros sac avec plein de godemichés et il est lancé sur les policiers, quoi. Et en fait, à Minneapolis, voilà. Et donc, là, il se joue quelque chose qui est intéressant à mon sens, c'est que dans la manière dont on apparaît, on est tellement festif, c'est un adjectif que tu reprends pour décrire différentes situations, en parlant du carnaval ou d'autres choses, que on apparaît forcément comme sympathique, et donc
l'opposition, l'État, se retrouve un peu embêté parce que si elle réprime, elle a forcément l'air ridicule, parce que taper et envoyer du gaz contre des gens habillés en dinosaures et en Pikachu, ben, ça la fout mal. Et s'il laisse faire, et ben en fait on a les mains libres et on peut faire quelque chose. Donc ça c'est une manœuvre qui est intéressante et qui est assez forte et voilà, qui me semble quelque chose qu'on peut utiliser à notre avantage. Et puis ouais, j'ai rajouté juste parce que ça va avec, mais que subjectivement aussi, parce que là on parle beaucoup de l'adversaire, de l'ennemi, mais que c'est aussi des moments de mise en scène pour le coup, vraiment, complètement, et de joie, et par le rire et tout ça, mais de sa propre puissance, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas, pour revenir au terme un peu spinoziste, mais toujours quand même réduit à nos passions tristes, on n'est pas écorné, et il y a vraiment, y compris dans cette opération inflation, qui porte bien son nom, une espèce de gonflement comme ça et de mise en scène performative de la place prise par la contestation et de sa joie, de sa gaieté, effectivement de cette dérision qui se retourne contre le pouvoir qui l'écraserait, mais aussi vraiment elle est actualisée, quoi. Elle est là et jouer avec l'imaginaire qui est performatif, et c'est chouette aussi à cet endroit. Tout à fait. Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Alors bah oui, tous les deux. Bah oui, merci. C'est vrai, je m'en aperçois et je vous remercie vraiment. Il y a toute une série d'éléments vraiment avec ces performances de Portland. Mais pas seulement. Tu as cité Pikachu. Pikachu, c'était aussi en Turquie, là, au moment des grandes émeutes, au moment de l'arrestation du maire d'Istanbul. Ce qui était incroyable, c'est qu'il y a eu un personnage manifestant déguisé en Pikachu qui a fait un buzz assez extraordinaire, et du coup plein de gens se sont intéressés à ce qui se passait en Turquie sur la base de ce phénomène viral. Alors peu importe que ce soit pour des bonnes ou de mauvaises raisons, il y a eu là une forme de visibilité d'une contestation à très large échelle par un élément de pop culture, quoi. C'était assez incroyable. Sur Portland en tant que tel, effectivement, il y avait une situation qui était aberrante, et on a des vidéos où on voit Kristi Noem qui a récemment perdu son poste, commenter depuis un building, invité à intervenir contre un type qui est déguisé avec un costume de dinosaure parfaitement grotesque qui est en bas du building. Et alors, ça crée effectivement une antithèse terrible et ça contribue à ridiculiser le pouvoir en place. Mais ce qui est intéressant aussi, ce sont les discours que prononçaient les membres de cette opération inflation, parce qu'en fait, c'est des mecs qui sont hyper forts sur le plan théorique et qui disaient, je dis des mecs, mais des personnes qui sont hyper forts sur le plan théorique et qui disaient, en fait, quand on est dans ces logiques de manifestants réprimés par la police, ils veulent nous faire endosser deux rôles. Alors, soit on est des perturbateurs, donc imaginaire Black Bloc et tout ça, et ce que le pouvoir veut faire, c'est faire en sorte qu'on ait, ils aient des raisons légitimes de nous traquer. Soit faire de nous des couards, des lâches, des gens qui ont peur, etc. Et donc là, c'est aussi, d'une certaine manière, une forme de légitimation de la force par d'autres procédés psychologiques, hein, c'est-à-dire, vous voyez bien, on les fait fuir, etc. Mais si on arrive déguisé de cette façon-là, comme tu le disais, alors le récit déraille forcément. Et on s'intègre mal à ce qu'ils avaient prévu. Et pendant ce temps-là, disait-il aussi, ne croyez pas qu'on est simplement en train de faire les crétins, de danser et de faire des chorés. On est aussi en train de s'organiser. Et les logiques d'organisation états-unienne ces derniers mois ont été assez extraordinaires. Portland, c'est une chose. Minneapolis, au moment des interventions de l'ICE et de la mise à mort de différents citoyens, il y a eu vraiment des politiques d'entraide qui se sont mises en place qui étaient assez exceptionnelles. Et alors, Pauline, tu disais sortir des logiques des passions tristes. Mais oui, effectivement, en fait, et ça peut revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, Maxence, au fond, est-ce que ça polarise pas ? Est-ce que ça ne... est-ce que rire,
c'est pas une manière de s'opposer davantage. Ça peut produire ça, mais il y a aussi la nécessité d'entretenir quelque chose qui est de l'ordre de la joie. Sans joie, en fait, c'est un peu un truisme, hein, mais on s'écroule. C'est pour ça que dans les manifestations, il y a des logiques de slogans comiques, de chansons. C'est pour ça que les Gilets jaunes faisaient des farandoles sur les ronds-points, pour entretenir cet imaginaire de la joie militante qui est nécessaire pour perdurer. Si on est simplement dans une forme de contestation et si on ne se rend pas compte que la contestation peut être aussi une fête, alors très vite on abandonne. Lefebvre disait que la Commune de Paris, c'était la plus grande fête qu'il y avait jamais eu en France en tout cas.